Il n'y a aucune raison pour que les Français qui se déplacent pour aller placer un bulletin dans l'urne et qui le font avec le souci de la citoyenneté de la République, il n'y a aucune raison de considérer que parce qu'ils n'aiment ni M. Sarkozy ni Mme Ségolène Royal, ils soient des chiens. En 2007, il y avait des gens, figurez-vous, au deuxième tour, qui n'avaient envie ni de M. Sarkozy ni de Mme Royal. Alors ils avaient le choix entre quoi? À voter pour l'une des deux personnes dont ils ne voulaient pas, ou à aller voter blanc, mais à ce moment-là, on considérait leur vote comme nul et non avenu, ou bien à s'abstenir. Donc, il faut que le vote blanc soit reconnu en tant que tel. Ça sera d'ailleurs une bonne mesure du degré de popularité et de représentativité des partis politiques existants. Le sixième point, ça sera l'équité du financement public des activités politiques. Actuellement, le système a été entièrement verrouillé par les deux grands partis politiques que sont l'UMP et le Parti socialiste, par un système extrêmement bien calculé, on peut leur faire confiance, qui fait qu'en réalité, ils ont interdit à toute société, toute association de financer un parti politique, c'est très bien. Mais donc ils disent, mais maintenant il y a un financement public, sauf que pour avoir le financement public, eh bien il faut déjà être un parti qui a une certaine surface. Sinon on n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle des âmes charitables m'avaient dit « Monsieur, vous n'arriverez à rien en créant un nouveau parti, puisque vous ne pourrez pas développer votre parti, puisque vous n'aurez pas d'accès ni aux médias ni à l'argent. » Mais c'est justement ça qu'il faut changer. Il faut que nous en avons bavé. On continue d'en baver, mais c'est mieux maintenant qu'il y a 4 ans et demi. On en a bavé en créant ce mouvement politique, eh bien ça n'est pas normal que dans une grande démocratie, il soit à ce point presque insurmontable de créer un nouveau mouvement politique lorsque ceux existants sont entièrement vérolés. Donc, il faudra fixer un cadre constitutionnel et législatif afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques au financement public. Il pourra s'effectuer sur la base d'une aide de l'État uniquement proportionnelle à chaque voix reçue aux élections, et cela dès la première voix. J'insiste sur le fait qu'en 2009, l'UMP a encaissé 30 millions d'euros d'argent public, c'est-à-dire votre argent et le mien. Et le Parti socialiste a encaissé 24 millions d'argent public, c'est-à-dire qu'à eux deux, l'UMP et le Parti socialiste ont encaissé quelque chose comme environ 75% de l'enveloppe financière réservée au financement de la vie politique en France. Pourtant, cette même année 2009, il y a eu des élections nationales qui étaient les élections européennes, et il y a eu 61% d'abstention. L'UMP et le Parti socialiste cumulés ont réussi à drainer 17% des électeurs. Ça veut donc dire qu'en 2009, 17% des électeurs, lors de la seule consultation nationale qui a eu lieu, sont allés voter pour l'UMP et le Parti socialiste, alors même que l'UMP et le Parti socialiste ont encaissé 75% des financements. C'est un véritable racket et un hold-up parce que les personnes qui ne sont pas allées voter pour l'UMP et le Parti socialiste, il est absolument inadmissible que leurs impôts servent à financer le Parti socialiste ou l'UMP. En revanche, même un petit parti, si vous savez que quand vous allez voter pour un petit parti, eh bien votre voix rapportera à ce petit parti la quote-part que vous payez, vous, dans vos impôts, eh bien vous serez amené à aller voter et vous voterez pour qui il vous chante. Le 7e point, c'est le rétablissement et l'extension du crime de haute trahison. Vous savez que par une certaine pudeur, dont on se demande pourquoi et d'où elle vient, M. Sarkozy a fait procéder à un toilettage de la Constitution où l'on a fait disparaître le mot de haute trahison. Eh bien, moi, je propose qu'on le réintroduise, puisque ça avait été prévu comme tel par les fondateurs de la Ve République. Il faut rétablir le crime de haute trahison pour le chef de l'État
et l'ensemble du gouvernement, mais aussi en précisant dans la Constitution la signification juridique précise de cette incrimination. Notamment, je propose que l'on parle de haute trahison lorsqu'il y a entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt national du peuple français. Le 8e point sera la réforme du statut de l'élu, avec l'interdiction du cumul des mandats électifs, quels qu'ils soient, avec la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent actuellement plusieurs mandats, avec le principe général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs, quels qu'ils soient. Quelqu'un qui a été député pendant 10 ans, pendant 2 mandats, eh ben c'est bon. Il faut qu'il donne la place à quelqu'un d'autre. Il y en a assez de ces dynasties de parlementaires où l'on se repasse un mandat du père à la femme, puis à la fille, et puis au gendre, et puis ci, et puis ça. C'en est fini. Et pour en finir de façon tout à fait simple et sobre, eh bien, ça ne sera pas la seule possibilité, mais il y aura déjà celle-là qui sera d'accélérer le renouvellement des députés. Le principe de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflits d'intérêts. Et puis enfin, nous prévoirons dans la Constitution d'inscrire dans notre Constitution la liste des services publics non privatisables par nature. Alors nous en venons au 3e chapitre de nos ancêtres de 1944, quand ils disaient « établir la liberté de la presse ». Je reprends les termes exacts, Je reprends les termes exacts du programme du CNR. Établir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Alors, vous savez que j'aime bien l'histoire, mais pourquoi j'aime bien l'histoire? Parce que ça permet de comprendre ce qui s'est passé pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Montesquieu, un des grands philosophes français du XVIIIe siècle que vous connaissez, des Lumières, a inventé la séparation des pouvoirs dans son ouvrage, un des ouvrages les plus célèbres du XVIIIe siècle, qui est l'Esprit des lois. L'Esprit des lois, dans cet ouvrage de 1748, il y a 264 ans, Montesquieu avait théorisé la séparation des pouvoirs. Elle visait à créer des institutions étatiques séparées afin d'organiser un système de contrepoids, de contre-pouvoir qui protège au mieux les libertés fondamentales des individus. Il y a 264 ans, Montesquieu avait analysé et séparé les 3 grands pouvoirs qu'il connaissait à son époque, qui étaient le pouvoir législatif confié à un parlement ou à un législateur, le pouvoir exécutif confié à un gouvernement composé généralement d'un Premier ministre et des ministres à la tête duquel se trouve un chef d'État, et enfin le pouvoir judiciaire confié aux juges. Eh bien, chers concitoyens, chers compatriotes, il faut maintenant que nous mettions Montesquieu au goût du jour. Il faut tout simplement que nous nous inspirions de cet article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Eh bien, nous avons un pouvoir énorme, un pouvoir colossal qui existe dans la société française et qui n'est réglementé par pas grand-chose. Eh bien, chers amis, nous devons être les Montesquieu de 2012 en actualisant la séparation des pouvoirs. Il faut reconnaître les médias comme un 4e pouvoir, le pouvoir médiatique, dont Montesquieu n'avait pas eu notion. Il faut organiser la séparation de ce pouvoir médiatique
des autres pouvoirs, notamment du pouvoir exécutif et des féodalités économiques et financières, comme disaient nos ancêtres de 1944. Il faut mettre ce pouvoir médiatique, comme les trois autres pouvoirs, au service de la nation. La nation, c'est-à-dire le peuple français souverain. Je l'explique souvent, la nation, ça n'est pas quelque chose d'extrême droite. La nation, c'est un concept qui est né à la Révolution française. C'est le peuple souverain, le peuple qui a pris le pouvoir. Alors, comment allons-nous organiser ce quatrième pouvoir médiatique comme un garant des libertés publiques et un promoteur de culture et d'émancipation? D'abord, la fixation d'un cadre constitutionnel pour le quatrième pouvoir, la création d'un vaste service public de l'information et de la culture, indépendant et doté de moyens lui permettant de remplir sa mission informative, démocratique et émancipatrice. Il sera précisé qu'il doit favoriser les débats publics et l'éducation en proposant une information et des programmes de qualité en matière de culture et de sciences. La libération des médias des puissances d'argent et des influences politiques étrangères. Nous adopterons des lois anti-concentration pour les médias nationaux et régionaux et des dispositifs qui permettront de lutter contre la logique de la financiarisation dans le domaine des médias. Nous interdirons que des firmes qui interviennent fortement dans d'autres secteurs d'activité économique possèdent des médias. Nous promulguerons l'interdiction constitutionnelle de toute prise de contrôle des médias de masse par des fonds de pension ou des groupes et conglomérats multinationaux. Nous limiterons l'ampleur des financements publicitaires et de la durée des messages publicitaires. Nous ferons une réforme du système d'aide publique à la presse afin que les subventions publiques favorisent les médias qui participent de façon loyale et désintéressée à notre vie démocratique. Nous ferons retour à la nation, comme disaient nos ancêtres de 1944, j'aime beaucoup ce terme de retour à la nation. Nous ferons retour à la nation en matière de médias, nous ferons retour à la nation de trois structures essentielles. Tout d'abord, nous renationaliserons TF1. Il n'est pas tolérable qu'un groupe privé dispose de la formation de l'opinion publique en France. Il n'est pas tolérable que TF1 puisse, par des jeux de pouvoir, des jeux d'amitié et de famille, accorder 25 minutes à M. Strauss-Kahn devant 13 millions de téléspectateurs. Il n'est pas normal, pour que M. Strauss-Kahn nous raconte ses exploits dans une chambre d'un hôtel new-yorkais. Il n'est pas normal, non mais c'est devant 13 millions de téléspectateurs que ça se passe, pendant 25 minutes. Il n'est pas normal que les propriétaires de TF1 soient pour une large part des fonds de pension américains. D'ailleurs, il y avait, j'y reviendrai tout à l'heure, au moment de la charte de la Havane, qui avait été signée après la Seconde Guerre mondiale pour avoir une organisation internationale du commerce, il était prévu que les États devaient avoir le droit de préserver la propriété des médias de puissances étrangères afin d'éviter qu'il y ait de la formation de l'opinion publique par des puissances étrangères, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc il y a la renationalisation de TF1, le premier retour à la nation. Le deuxième, c'est la renationalisation de Télédiffusion de France, de TDF. Et le troisième, c'est la restitution à l'agence France Presse de son statut originel et de son rôle de service public de l'information. Je rappelle que l'agence France Presse est la seule agence mondiale qui ne soit pas réellement mondiale. Il y a d'autres agences, il y a RIA Novosti, il y a l'agence chinoise, mais la seule agence réellement mondiale qui ne soit pas anglo-saxonne, c'est l'agence France Presse. Je rappelle que son statut originel
avait été le fruit d'une longue réflexion commencée justement pendant la Résistance et adoptée à l'unanimité par le Parlement en 1957, et que ce statut stipulait notamment que l'AFP n'est pas une propriété, qu'elle doit être placée en dehors des pratiques capitalistiques et qu'elle doit assurer sa gestion selon un principe coopératif. L'État doit permettre à l'AFP, l'État qui est en train de privatiser l'AFP de façon sournoise, de la soumettre à des contraintes qui ne doivent pas justement, auxquelles elle ne doit pas être soumise, l'État devra permettre à l'agence France-Presse d'assurer financièrement son indépendance et son ambition, notamment par la présence de nombreuses antennes à l'étranger, afin de diffuser une vision française et impartiale des événements planétaires. De la même façon que nous avons transformé, que nous transformerons le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle, eh bien nous transformerons le Conseil supérieur de l'audiovisuel en une cour supérieure de l'audiovisuel. Parce que figurez-vous que le scandale pour le CSA est également le même que celui du Conseil constitutionnel, puisque les membres du CSA sont nommés, comme au Conseil constitutionnel, par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, c'est-à-dire que tout ceci se fait en fonction de connivence politique. Alors ça n'est pas tolérable. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel sera transformé en une Cour supérieure de l'audiovisuel, notamment chargée d'assurer la représentativité politique objective de l'opinion publique française dans toute sa diversité. Cette nouvelle Cour supérieure de l'audiovisuel verra son indépendance du pouvoir politique et du monde économique et financier garantie par un changement complet du mode de nomination. Actuellement identique à celui du Conseil constitutionnel, eh bien nous le transformerons à l'identique avec la nomination de magistrats inamovibles pour 9 ans, élus par les assemblées. Cette CSA sera dotée de moyens d'investigation pour recueillir et mettre en œuvre les demandes des Français, notamment avec un panel de consultation en ligne de plusieurs dizaines de milliers de téléspectateurs. Parce que ce qui est formidable, c'est que nous sommes dans un univers où il est très facile de savoir ce que les gens veulent. Il suffit d'avoir 20 000 ou 30 000 ou 50 000 ou même de tirer au sort, pourquoi pas, les téléspectateurs qui le souhaitent, et de demander aux téléspectateurs quotidiennement ou régulièrement ou tous les mois: est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous voudriez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des partis politiques, des responsables politiques, des émissions que vous ne voulez plus voir et d'autres que vous aimeriez bien voir? Et non seulement le CSA, qui sera avec des magistrats à sa tête, recueillera ces demandes, mais les mettra en œuvre. Alors il y aura une loi organique qui organisera tout ceci naturellement, mais les mettra effectivement en œuvre. Parce qu'actuellement, le CSA n'a qu'un pouvoir de protestation et d'imposer des amendes. Pensez comme ça n'est pas à proportion du problème. Donc la nouvelle Cour supérieure de l'audiovisuel sera dotée de pouvoirs opérationnels réels, pas seulement des pouvoirs de réprimande et de sanction. Par exemple, elle pourra obliger une chaîne de télévision à donner la parole à une formation politique injustement traitée. Elle pourra exiger, de même qu'on peut exiger qu'une cour de justice peut exiger qu'une publication judiciaire soit imprimée aux frais d'une entreprise, par exemple, dans tel ou tel journal, eh bien, la CSA pourra exiger qu'il y ait tant de minutes qui soient consacrées à telle formation politique, parce que, à l'évidence, ça correspond à un souhait qu'elle a constaté, notamment avec son panel de personnes représentatives de l'opinion publique française. De la même façon, elle pourra exiger une meilleure répartition des opinions parmi les commentateurs politiques et économiques de l'actualité. Par exemple, exiger que les journalistes à l'antenne se répartissent équitablement entre oui et non en cas de référendum. Puisque, comme vous le savez actuellement, nous avons une parodie des démocraties, puisque, certes, on essaye de faire parler, lorsqu'il y a un référendum, les partisans du non, mais tous les commentateurs, tous les journalistes sont censés être du côté du oui, et font passer ce que l'on appelle des messages subliminaux aux auditeurs ou aux téléspectateurs en leur disant « Eh bien oui, en fait, moi, vous avez confiance en moi, donc votez comme moi, votez oui ». Donc c'est à ceci que nous nous attaquerons également. L'objectivité politique des médias
fera l'objet de la fixation d'un cadre législatif précis afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques aux médias, y compris les jeunes partis. Alors évidemment, je prêche pour notre paroisse, mais justement, et moi je souhaite que dans 20 ans ou dans 30 ans, lorsque l'UPR peut-être se sera ossifié à son tour, et bien que de nouveaux mouvements puissent se créer. C'est ça une démocratie vivante, c'est ça une démocratie où les gens peuvent exprimer leur point de vue. Assurer une diversité politique représentative des différentes opinions parmi les journalistes présentateurs d'émissions d'information ou d'émissions à tonalité politique. Assurer la publicité des détails du financement des médias. Les actionnaires et les groupes tout médias devront rendre publiques ces données qui devront en particulier être directement accessibles sur les sites Internet, puisqu'actuellement vous avez les pires difficultés souvent pour savoir qui paye les médias que vous êtes quasiment obligés d'écouter. Et puis, n'oublions pas les journalistes. Je ne suis pas de ceux qui tapent sur les journalistes parce que je sais aussi que les journalistes, parfois, en ont gros sur le cœur. Simplement, ils savent qu'ils sont obligés de faire semblant. Ils savent que c'est leur métier qui est en cause parce qu'ils savent que si, par hasard, ils invitent quelqu'un qui n'a pas l'heure de plaire au patron, eh bien, ils risquent de se faire taper sur les doigts. J'ai été invité il y a quelque temps sur telle ou telle petite télévision. J'ai l'impression, les scores sur Internet, on a pulvérisé tous les records. Je ne vois pas de réinvitation arriver, ce qui est curieux, puisque normalement, on devrait me réinviter compte tenu des scores. En d'autres termes, les journalistes ne sont pas libres et il faut leur permettre d'être libres. Il faut lutter contre la précarité dans les métiers du journalisme qui participe de la situation déplorable de l'information en France. Il faut faire un réexamen du fonctionnement et des financements des écoles de journalisme également. Et puis, c'est des matières où il est difficile de légiférer, mais il faudra favoriser l'adoption par les journalistes d'un code de déontologie interdisant le mélange des genres, presse, politique. Voilà. Je vous informe que ma femme n'est pas présentatrice d'un 20h à la télévision. Parce que c'est une épidémie. Quatrième volet, où je reprends là aussi le propos tenu et les directives fixées par nos ancêtres de 1944 qui voulaient établir l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et les libertés publiques. Nous assistons depuis plusieurs années à une remise en cause rapide, discrète, de nos libertés les plus fondamentales. En 2002, l'Union européenne a copié l'administration américaine, a fait un simple copier-coller, en produisant une directive cadre qui incite les États membres à rapprocher leur législation et qui établit des règles pour lutter contre la menace terroriste. Cette décision a généralisé des mesures d'exception et transformé le paysage urbain et le code pénal. La guerre contre le terrorisme est une guerre à durée indéterminée, contre un ennemi inconnu. Elle a permis d'introduire des lois d'exception dans le droit commun en endormant la vigilance de la population et en banalisant la notion de contrôle. Les gens ont fini par accepter d'être tracés, contrôlés, sous prétexte qu'ils n'ont rien à cacher. Alors, par exemple, nous avons maintenant constamment dans les villes de France des militaires en armes. Vigipirate est devenu permanent. Ça avait été conçu en 1978, alors que l'Europe était confrontée à une vague d'attentats. Ce plan a été démultiplié au lendemain du 11 septembre 2001 et il est désormais maintenu en niveau rouge de façon continue depuis plus de 6 ans, depuis les attentats de Londres en 2005. La dernière version du plan en vigueur depuis janvier 2007 est fondée sur un postulat clair. La menace terroriste doit désormais être considérée comme permanente. Vigipirate définit un socle de mesures appliquées en toutes circonstances, même en l'absence de signes précis de menace. 1 millier de militaires des 3 armées sont donc mobilisés en permanence
Pour appuyer les forces de police et de gendarmerie, ils effectuent des patrouilles dans les gares, les aéroports, les ports, ainsi que des points sensibles, comme les sites touristiques. Nos ancêtres de 1944, s'ils revenaient en France et qu'ils voyaient ça, ils diraient « Mais qu'est-ce que c'est que ce pays ?» On a fini par habituer les Français à quelque chose qui n'est pas habituel. Ça n'est pas normal. Dans un État, il y a des forces de police. Il n'y a pas l'armée sur le blé de guerre en permanence dans les rues.